Bonjour monsieur Bonjour, Olivier Postel-Vinet. Postelnier. Donc je pense que vous êtes un petit peu le saumon qui remonte à contre-courant la tendance actuelle du réchauffement climatique et vous avez certains doutes sur ses origines et qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça. Oui, enfin je suis l'un des saumons, mais c'est vrai qu'on est peu nombreux. Et en outre, la plupart de ceux qui remontent le courant ne sont pas non plus d'accord entre eux, donc c'est compliqué. Mais ce qui est vrai, c'est que je pense que ce consensus quand même très impressionnant auquel on assiste aujourd'hui, qui est un consensus apparemment scientifique, consensus politique, consensus médiatique, Économique aussi peut-être. consensus technocratique, consensus industriel maintenant, puisque les grandes entreprises qui émettent des gaz à effet de serre se rangent maintenant à la thèse. Ce consensus impressionnant devient une espèce de pensée unique qui génère de la langue de bois et qui me paraît dangereuse parce qu'elle finalement elle étouffe les questions qu'on pourrait se poser et les doutes éventuellement qu'on pourrait nourrir sur certains aspects au moins de cette problématique. Mais alors vous, qu'est-ce qui vous fait réagir? Est-ce que c'est le fait d'être contre cette pensée unique? Est-ce que vous avez des opinions différentes? Est-ce que vous avez des connaissances différentes? Qu'est-ce qui vous fait réagir aujourd'hui comme ça? D'abord, en tant que journaliste, je me suis toujours méfié des opinions officielles. Et je considère que ça fait partie du métier de journaliste que d'essayer d'aller chercher derrière les apparences. Donc ça, c'est une chose. Deuxièmement, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est croyance collective, naissance, évolution et transformation des croyances collectives. Je pense par exemple au communisme, qui a été une des plus formidables croyances collectives du XXe siècle, qui est aujourd'hui presque disparu, sauf chez quelques rares intellectuels. C'est un phénomène qui en soi a fait couler énormément d'encre et qui reste très mystérieux dans son essence. Et donc ça voudrait dire que vous pourriez appliquer ce mode de raisonnement à toute forme de pensée à partir du moment où elle génère une espèce de je pense qu'il faut se méfier des croyances collectives. Dans certains cas, elles se révèlent après coup sans doute légitimes, mais rarement. Et elles sont en tout cas très éloignées. Elles nous éloignent, disons, de la connaissance objective. Alors par ailleurs, moi je suis journaliste scientifique depuis très longtemps. J'ai une formation en épistémologie, ce qui ne suffit pas à faire de moi un scientifique, mais je suis quand même je suis très familiarisé avec le monde scientifique. J'ai énormément écrit sur ces questions, beaucoup fréquenté le monde des chercheurs depuis le début des années 80, ce qui fait quand même un bail, à peu près dans tous les domaines. Et donc je suis en mesure de lire la littérature scientifique de base. Mais là, vous remettez en cause des constats qui sont faits par des experts, le GIEC, tous ces gens-là qui voient la fonte de la glace, la température qui augmente, l'acidification des océans. Est-ce que c'est ça que vous remettez en cause Je remets une partie de ça en cause aussi parce que le GIEC n'est pas ce que produit le GIEC n'est pas un corpus scientifique au sens strict du terme. Ce que produit le GIEC, ce sont des gros volumes qui font référence à de la littérature scientifique de base et qui font une synthèse plus ou moins... une analyse collective d'experts. Plus ou moins, etc. Mais il faut bien voir que personne au GIEC n'est spécialiste de tous les aspects du climat. Le climat, il y a environ, il y a peut-être une centaine de spécialités scientifiques dures qui sont mobilisées pour analyser les questions climatiques. Et donc ce que fait le GIEC, c'est de rassembler ces disciplines. Ça représente des milliers et des milliers de chercheurs, plus de 10 000 chercheurs chaque année travaillent sur le GIEC. Et le fait de rassembler tous ces chercheurs ne nous garantit pas que le résultat de la synthèse qui est effectuée, qui est forcément par les technocrates de la science, nous rapproche beaucoup de la réalité. Et nous savons d'ailleurs, maintenant il est bien établi, parce que l'histoire du GIEC est relativement ancienne, ça date de la fin des années 80. Le GIEC s'est souvent lourdement trompé, il y a eu beaucoup d'erreurs qui sont maintenant évidentes, puisqu'il suffit de lire les rapports anciens pour s'en rendre compte. La dernière erreur la plus manifeste, c'est celle qui
montre que la plupart des modèles, pratiquement la totalité des modèles du GIEC n'ont pas été en mesure de prévoir le plateau de température auquel on assiste depuis une vingtaine d'années d'après les mesures satellites. Et ça, c'est une contradiction, c'est une impuissance tout à fait avérée et qui est reconnue d'ailleurs par le GIEC lui-même et par la plupart des climatologues. On trouvera toujours des excités pour dire que c'est pas vrai, etc. Mais enfin, le GIEC lui-même reconnaît qu'il n'a pas su le faire. Mais alors, est-ce que vous reconnaissez le réchauffement climatique ou pour vous c'est une fable ou il y a d'autres causes que celle de la cause humaine? Qu'est-ce que vous avez comme opinion par rapport à ça? Je pense qu'il est clair qu'il y a un certain réchauffement climatique qui a eu lieu au début du XXe siècle, ensuite dans une deuxième période peut-être plus significative dans les années 80-90, et depuis c'est pas évident, c'est pas démontré, puisque il y a ce plateau dont je parlais à l'instant. Il y a une contradiction entre les différents types de mesures de température, donc tous les climatologues ne sont pas d'accord, les synthèses des analyses ne vont pas dans le même sens, mais les relevés par satellite, qui sont quand même considérés comme les plus solides, n'indiquent pas de hausse de température significative. Donc ça ne signifie pas qu'il n'y ait pas une tendance au réchauffement, mais à quoi est due cette tendance au réchauffement? Va-t-elle se prolonger? Va-t-elle s'accentuer? En fait, pour l'instant, mon opinion, c'est qu'on n'en sait rien. On n'en sait rien, on n'a pas le droit de dire qu'on sait. On n'en sait rien. Peut-être que dans 20 ans, dans 30 ans, il sera tout à fait établi que, effectivement, ce qui serait d'ailleurs pas illogique, que l'augmentation des gaz à effet de serre produise du réchauffement. Mais quand même le fait qu'à l'époque, ces 20 dernières années, où jamais les émissions de gaz à effet de serre avaient été aussi puissantes, ça représente pratiquement l'équivalent de ce qui a été fourré dans l'atmosphère au cours des 80 années précédentes, que dans cette période-là, les températures n'aient pas augmenté, c'est une contradiction que personne ne parvient à expliquer. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, finalement, on fait beaucoup de bruit et il n'y a pas d'inquiétude à avoir, c'est quelque chose qui est logique. Enfin, je dis pas ça pousse un petit peu dans vos retranchements. Je ne dis pas ça non plus. Je dis qu'il y a évidemment un problème, il y a de quoi se préoccuper. De toute façon, l'augmentation des gaz à effet de serre d'origine humaine dans l'atmosphère est une anomalie. C'est une anomalie qui va croissant. Et c'est clair que c'est un problème auquel il faut s'attaquer. Que ça provoque ou non un réchauffement climatique, ça provoque peut-être d'autres choses. Ça provoquera peut-être d'autres choses. De toute façon, on assiste là à une déstabilisation de l'atmosphère en raison des activités humaines, et ce seul fait mérite qu'on s'y intéresse et qu'on agisse pour le réduire à la source. Et alors vous avez des solutions qui vous sont propres à proposer par rapport à ce que propose la masse habituelle des inquiets? Est-ce que c'est une solution collective? Est-ce que c'est une solution de politique? Est-ce que c'est individuel? Comment ça peut se faire? Alors je pense que d'une façon... D'abord, ce qui est certain, c'est que le niveau individuel est très important, parce que insister sur les efforts que chacun peut faire, que chaque collectivité peut faire, collectivité locale, etc. Ça me paraît très important, parce qu'il n'y a rien de tel pour quand même... nous sommes composés, l'humanité, la Terre est composée d'hommes, et donc si petit à petit, toutes les individus, les collectivités, les organisations, les ONG, etc. se mobilisent pour consommer moins d'énergie, c'est forcément une bonne chose. Maintenant, sur le fond, la mesure qui me paraît la plus efficace, la plus intelligente sur le plan économique, mais là il y a aussi un débat considérable entre économistes, c'est ce qu'on appelle la taxe carbone. Et moi je suis plutôt favorable à la taxe carbone, je pense que c'est une bonne idée. Mais elle est très difficile à appliquer. Le Danemark l'a appliquée avec succès quand même depuis une dizaine d'années. Ouais. Ils ont l'air d'avoir des résultats intéressants quand même. Oui. Nous en France on l'a un peu refusé, mais il y a quand même des pays, il y a une dizaine de pays qui l'ont appliqué avec des résultats non négligeables. Avec un certain résultat. La difficulté c'est de faire en sorte que par onde de propagation successive, la taxe carbone puisse s'étendre à un grand nombre de pays, et notamment aux pays les plus pollueurs. Donc ces difficultés-là, elle n'est pas surmontée. Mais par exemple, si une conférence comme la COP, pas la COP 21 parce qu'elle va pas le faire, mais la COP après, pouvait se concentrer sur ce sujet, ça me paraîtrait une bonne chose. Et donc vous êtes rédacteur en chef de Books, et je crois que vous avez un article dans votre prochain numéro qui va être
un article spécial d'après ce que j'ai entendu ou j'ai pas bien Alors compris? c'est un article de l'écrivain, du romancier Jonathan Franzen, américain, qui lui est un grand passionné c'est un écologiste passionné de la défense des oiseaux. C'est ça sa grande passion. Et ce qu'il dit, c'est que l'obsession du réchauffement climatique détourne l'attention de problèmes écologiques qui ont lieu ici et maintenant. Et donc les fonds vont à des réflexions sur des problèmes qui peuvent se produire dans 100 ans ou 200 ans, alors qu'il serait plus intéressant de diriger les finances disponibles vers des problèmes contemporains actuels. Et je pense que son raisonnement, lui, il se concentre sur les oiseaux, mais je pense que son raisonnement peut être étendu à d'autres aspects de l'écologie. Et ça me paraît clair. Je crois que par exemple, quand Bill Gates, la fondation Bill Gates ne fait rien pour le climat, mais elle donne beaucoup d'argent pour le paludisme. Hein. On le sait, et apparemment ça progresse pas mal. C'est-à-dire qu'effectivement, grâce à l'argent de la fondation Bill Gates, le paludisme est quand même en train d'être résolu. Peut-être pas résolu, mais en tout cas sensiblement réduit. Mais ça, c'est aussi l'environnement. Hein. Le paludisme, ce sont des. Le paludisme, c'est l'eau. Hein. Ce sont des petites. Oui, mais ce sont aussi des petites bêtes qui se transmettent, etc. C'est la nature. Le paludisme, c'est le moustique et c'est l'eau. C'est la nature. Et c'est un problème absolument capital qui, comme les vers, comme plein d'autres choses de ce genre, sont des problèmes environnementaux absolument cruciaux qui causent des centaines de milliers de décès d'enfants et même d'adultes par an. Et alors que le réchauffement climatique, on peut honnêtement estimer qu'il n'a pour l'instant aucune victime. Bon, il déplace du monde, mais pas forcément des victimes. Mais il déplace du monde, c'est même pas sûr. Sur quel site on peut trouver donc votre dernier book vous avez un site, j'imagine, où on peut consulter? C'est books.fr. Books.fr. Nous avons une newsletter aussi quotidienne dans laquelle on peut s'abonner gratuitement, on peut s'inscrire. C'est une newsletter originale parce qu'elle rebondit sur les questions d'actualité immédiate à partir de livres. Voilà. Parce que notre passion, c'est les livres, comme Books l'indique. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions et je vous souhaite une bonne journée. Merci.